Je suis ravie de te revoir aujourd'hui, cette fois-ci à travers l'écran. Moi aussi. Euh, donc, on va discuter de toi, de ton parcours et on va aussi parler des émaux cloisonnés, une technique, je sais pas, qu'on connaît pas trop en céramique. Donc, allez, c'est parti. Donc, Camille, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours à la céramique? Et puis après aussi de ton parcours vers les émaux cloisonnés, parce que c'est assez spécifique, c'est assez particulier d'aller se mettre là-dedans. Ouais, du coup, moi, j'ai commencé la céramique. Je suis allée me former en 2015. Je suis allée au CNIFOP à Saint-Amand-en-Puisaye, donc en Bourgogne. Donc, j'ai commencé par un tournage en série, enfin, un CAP tournage, quoi. Et, euh, et du coup, donc j'ai appris à façonner mes pots, à travailler la série, travailler le tournage. Ce qui m'a aussi amené, parce qu'en fait, je travaille les émaux cloisonnés, mais j'ai aussi une production en parallèle où je travaille plutôt l'utilitaire. Donc, j'ai un peu les deux facettes. Et, euh, et du coup, pendant cette année-là de tournage, il y avait des modules, des petits modules décoration, émail, etc. Et donc pendant le module décoration qui a duré une semaine, on a découvert des techniques de décors différents, donc le décor à la plume en troisième feu, les émaux cloisonnés, les engobes, etc. Enfin, on a travaillé plein de types de décoration. Et donc, moi, j'ai eu une révélation instantanée pour cette technique-là de cloisonner. Donc ça s'est passé pendant mon année de tournage. Et, euh, et ensuite, j'ai entamé en 2017 une autre année au CNIFOP aussi, qui était vraiment consacrée à la recherche des émaux, des revêtements des émaux. Donc en fait, j'ai passé une année là-bas, euh, donc vraiment pour faire des tests, pour travailler l'émail, etc. Et en fait, comme il y a eu un peu ce coup de cœur pour cette technique de cloisonner 2 ans auparavant, je me suis vraiment dit que j'allais mettre à profit cette année-là pour développer, en fait, mettre au point ce process-là qui d'habitude en fait se travaille en faïence, en basse température et qui n'existait pas pour la haute température. Et donc voilà, je me suis dit, moi j'ai envie de travailler la haute température, la porcelaine, mais par contre pour travailler cette technique-là, il va falloir que je développe des émaux qui tiennent bien, que je développe un cerné qui fonctionne, qui brûle pas à la cuisson. Enfin voilà. Donc ça, c'est un peu le parcours céramique. Donc toi, donc t'as là-dessus pas de compromis, donc t'as voulu faire les deux. Pourquoi les émaux cloisonnés, normalement c'est des émaux basse température? Bah, je difficile à expliquer. Je suppose que c'est parce que en fait les températures de cuisson. Enfin, je suppose que dans un premier temps, c'est aussi une histoire de d'intensité de couleur. Elles sont plus faciles à obtenir en général en basse température. Donc du coup, pour avoir une palette aussi développée, aussi large de couleurs, je pense que la basse température traditionnellement est peut-être plus facile. Et ensuite, je pense aussi qu'il y a une histoire du cerné. Enfin, à mon avis, c'est certainement une histoire de ça tient ou pas les 1300 degrés, quoi, que ça encaisse pour de la haute température. Comme on cuit plus bas, les matériaux aussi subissent moins et se maintiennent plus, quoi. Ils survivent plus à la cuisson, en tout cas en basse température. Bon, trop bien. Et donc toi, t'as passé, l'année que t'as passée, t'as passé à rechercher les émaux. Est-ce que le process de recherche d'émaux classique, le recherche d'émaux cloisonnés est le même? Et est-ce que tu as eu beaucoup de difficultés à appliquer cette technique à la haute température? Euh, alors le process, c'est, je pense, pas tout à fait le même. Alors moi, j'ai jamais fait de cloisonner en basse température. Enfin, je l'ai fait un tout petit peu du coup pendant cette semaine-là de ce module de décoration en formation, mais par contre, je suis jamais allée dans les manufactures à Longwy. Je suis jamais allée regarder vraiment le process de production qu'ils ont eux. Donc du coup, difficile pour moi de dire si vraiment on travaille extrêmement différemment. Mais je sais que eux travaillent en beaucoup plus d'étapes que moi. Moi, je me cantonne aux deux cuissons, quoi, le dégourdi et la haute température. J'essaye de tout faire passer dans ces deux cuissons-là.
Et je sais que eux, c'est pas impossible qu'ils aient beaucoup plus de cuissons successives pour les différentes couleurs, etc. Donc déjà, ça, c'est une différence aussi entre la basse température, en tout cas la façon dont eux le travaillent. Et je crois aussi qu'on travaille pas les mêmes pigments ou les mêmes cernés, voilà, pour réaliser les contours des cloisonnés. Ok. Comment est-ce que tu définirais donc justement les émaux cloisonnés? Qu'est-ce qui caractérise les émaux et qu'est-ce qui t'a aussi attiré dans cette technique-là? Quelles sont on va dire, quelles sont les spécificités des céramistes qui pourraient se lancer dans cette technique? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme au niveau de ses traits de caractère? Alors, Qu'est-ce qui est bien? donc du coup, là, pour répondre à la première question, déjà, donc les émaux cloisonnés, le concept, c'est de tracer tout un motif avec un contour particulier. Donc un cerné, on l'applique au pinceau. Et le procédé, c'est ensuite d'appliquer dans chaque case une petite goutte d'émail. Enfin, on va en fait globalement travailler au pinceau. Et donc, on va apporter une goutte d'émail à l'intérieur de la cloison. Et en fait, enfin, pour caricaturer un peu, c'est un peu du coloriage, quoi. On trace vraiment tous les contours de notre dessin et ensuite on applique la couleur à l'intérieur de notre dessin. Donc, globalement, c'est un petit peu ça. Et du coup, concernant un peu ce que ça demande, c'est quand même, en fait, c'est quand même un travail long, précis, rigoureux, méticuleux. Donc, je pense que si on a tendance à manquer un peu de patience, à aimer voilà les choses qui débordent, les choses. Enfin, je pense que ça va être assez frustrant cette technique pour certaines personnes. En revanche, si dans le caractère il y a cette facette méthodique, précise, organisée, alors là, je pense que du coup, c'est vraiment une technique qui nous apporte tout ça et enfin, qui est assez satisfaisante aussi parce que il y a un aspect aussi méditatif quand on est en train de passer énormément de temps sur notre décor, etc. Enfin, voilà. Ok. Toi, quand tu décores tes pièces, quand tu utilises cette technique des émaux cloisonnés, comment se passe ta journée? Combien de temps tu arrives à passer sur des émaux cloisonnés? Combien de temps tu arrives à te concentrer là-dessus? Alors, difficile à dire. Bon, je sais pas si c'est bien de le dire, mais je suis quand même quelqu'un qui a tendance à travailler un peu en dernière minute. Ce qui fait que je me fais très souvent des grosses sessions donc de la même chose. Donc ça va être une grosse session de façonnage suivie d'une grosse session de décor, etc. Donc c'est vrai que j'ai tendance à enchaîner plusieurs journées de décoration. Alors les journées c'est vraiment du matin au soir et voilà. Donc j'ai vraiment des moments où je suis en façonnage, où je travaille à la plaque autour, enfin voilà. Et à un moment, je vais vraiment ranger toute la terre et je vais sortir mes pinceaux, mes outils, mes petits éco-démos et je vais passer peut-être une semaine, 2 semaines à finalement décorer ce que j'aurais façonné avant. Et donc, alors oui, c'est intense, c'est fatigant. Le soir, t'as tendance en fait à avoir les yeux qui louchent parce que t'es fatigué. Donc c'est assez usant pour en fait rien que les postures en fait de trouver une position où t'es à l'aise, tu te fais pas mal au dos, la bonne hauteur, comment tu postes, tu poses tes bras, tu prends tes appuis, etc. Et ensuite il y a les yeux quoi. Les yeux parce que c'est très petit, très minutieux. On a le nez très près de notre pièce, donc moi, mais ouais, je vais dire que je peux passer plusieurs journées d'affilée sur ça, mais par contre, je pourrais pas faire ça tout le temps, toute la journée pendant un mois. C'est pas possible. Il faut diversifier un peu les activités, sinon on devient fou aussi. Enfin, on n'en peut plus, on sature. Normal, quoi. C'est trop précis, trop rigoureux. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien aller et venir aussi avec ma prod utilitaire. En fait, c'est des petits moments où je souffle sur tout cet aspect très rigoureux et où je vais retourner en fait au tournage en série et au gré et tout ça. Donc ça me fait des petites bulles de respiration aussi sur ces moments où c'est très précis, très minutieux et il y a besoin de souffler quoi. Tu, euh,
Donc, je voulais te parler de la précision. C'est une technique qui est assez précise et souvent dans les techniques précises, il y a quand même un taux, on va dire, d'échec au niveau des pièces qui va être important. Toi, tu l'estimerais à combien au niveau des émaux cloisonnés? Alors, échec, j'ai envie de dire, des échecs, il y en a plus trop à partir du moment où tu as fait tous tes tests et que tu as compris, quand tu connais tes émaux, quand tu connais tes matériaux, que tu maîtrises ton outil, en fait, il y a moins de chances qu'il y ait d'échecs ou de kata, parce que au fur et à mesure des tests et des essais que tu as fait, alors voilà, est-ce que tes émaux ils coulent ou pas? Est-ce qu'ils sont intenses en termes de couleur ou pas? Est-ce que une fois que tu as bien mis aussi ton process de, tu vois, la mise au point de ton cerné, en fait, une fois que ça c'est calé, a priori, ça roule. Il n'y a pas trop il y a pas trop, enfin, il y a moins de place pour l'échec. Alors, bien sûr, ça arrive toujours où, bah voilà, comme on disait, en fait, des journées où tu vas passer des heures et des heures sur un motif, tu vois plus quand tu débordes, tu vois plus quand ton trait il est mal fait, tu vois plus là où t'es passé ou pas. Donc, il y a aussi l'accumulation de fatigue. Mais globalement, si tu es vraiment organisé et méthodique, c'est possible de vraiment réduire cet aspect d'échec et d'en avoir de moins en moins. Mais c'est vrai que c'est une technique en fait qui c'est assez punitif, c'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup de place pour l'échec. Disons que si tu fais un mauvais trait, si tu bah en fait Quelle bah, pression, dis donc. bah ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est assez. Il y a un côté vachement ouais pression. Mais donc c'est aussi pour ça qu'une fois que tout est calé, une fois que t'es posé, bon, tu suis le process. Normalement, ça se passe bien, quoi. Mais voilà, ça arrive d'être fatigué, ça arrive de faire des bêtises, ça arrive de lâcher son pinceau là où tu devrais pas. Et en fait, malheureusement, c'est assez punitif parce que tu as du mal à réparer l'erreur une fois qu'elle est faite et ça se révèle à la cuisson. En fait, ça, enfin, tu le verras, tu auras une tâche quelque part, ton émail il sera ben, là où il devait pas être, etc. Donc, bien sûr que ça arrive, mais plus on est patient, organisé, moins il y a de risques d'échec. Mais voilà, on est des humains, on n'est pas des machines, et en fait, bien sûr qu'on est fatigué, bien sûr que ça arrive. Alors, nous avons eu deux questions. Avec quoi est fait le contour pour limiter l'étalement de l'émail? Et autre question, est-ce qu'on peut utiliser des émaux liquides tout faits pour réaliser des émaux cloisonnés? Alors, le contour, c'est fait avec un corps gras. Parce qu'en fait, le concept, c'est que l'émail, la goutte d'émail est faite, enfin, c'est de l'eau mélangée aux matières, enfin, aux oxydes, quoi. Donc, c'est de l'eau. Et nous, on a besoin d'un corps gras parce que les deux vont se repousser. Donc, le corps gras va vraiment éloigner ou en tout cas faire rempart à l'émail. Donc, ça peut être de l'huile de lin, ça peut être de la cire, ça peut être, enfin, voilà, il y a plein de choses à essayer en fonction de la matière qu'on travaille. Mais l'important, c'est que ce soit un corps gras vu qu'on travaille de l'eau, quoi. Et Ok. donc, la seconde question, c'était est-ce qu'on peut travailler avec des émaux liquides tout faits? La réponse est oui, mais en fait, il faut les tester avant parce qu'il y a des émaux qui coulent, il y a des émaux qui se rétractent, il y a tout ça. Nous, on veut un émail qui reste exactement là où on le pose. Donc, en fait, oui, c'est possible. Il faut les essayer, quoi. C'est Faut voilà. expérimenter. Bah oui, en fait, vraiment, faut expérimenter. Ok. Toi, comment est-ce que tu choisis tes motifs et tes couleurs? Euh, alors, mes motifs, en fait, globalement, j'essaye de travailler. Enfin, j'ai un peu deux grands thèmes, quoi. Je travaille le géométrique parce que, alors déjà, ça me rattrape. Enfin, le géométrique, ça, je me raccroche aussi à enfin, les motifs Art Nouveau, Art Déco, etc. Enfin, plutôt Art Déco pour le géométrique. Mais c'est aussi, enfin, je suis de la région nancéenne. Enfin voilà, il y a aussi toute cette culture Art Nouveau, Art Déco
qui est assez présent. Et le géométrique, c'est venu assez naturellement dès le début de mes explorations en cloisonné. Déjà parce que ça s'y prête bien. En fait, c'est des motifs qui sont réguliers, qui sont répétitifs aussi. Donc, il y a vraiment moyen de s'amuser beaucoup avec le géométrique. Et depuis quelques temps, je travaille aussi. En fait, j'avais aussi besoin de plus de sens en fait dans ce que je raconte. Donc, je vais aussi plus maintenant vers le figuratif, parce que j'ai envie de plus de sens, de symbolisme, etc. Et ça, j'arrive à le trouver au travers du figuratif, du floral. Donc, il y a un peu ces deux grands thèmes de motifs que je travaille. Et en termes de couleurs, du coup, c'est ce que je disais au début, c'est que j'ai passé une année entière à développer ma palette, à travailler les émaux, etc. Et donc, du coup, je me suis constituée une palette assez large de couleurs. Maintenant, j'ai, ouais, c'est ça. J'ai mes échantillons, j'ai mes tuiles, quoi, de tous mes tests. Et en fait, je viens piocher. Donc, je travaille à la fois sur les couleurs, mais aussi sur les aspects de surface, tu vois, un émail plus mat, un émail tout brillant, etc. Donc, il y a vraiment moyen de s'amuser avec plein d'émaux différents. Et, euh, et donc voilà, cette palette-là m'aide. Je pioche. Et puis quand je me dis, bah tiens, j'irais bien explorer telle ou telle chose, et ben je retourne dans mes cours démo, je ressors tout le matos, et puis je recommence une série de tests, et puis voilà, je repars sur des nouvelles couleurs, quoi. Trop bien. Et tu savais dessiner avant de commencer? Alors non, vraiment, le dessin, tout ça, c'est vraiment très compliqué. C'est aussi pour ça que je suis allée aussi très facilement vers le géométrique, parce que c'est aussi plus accessible pour moi, voilà. Donc le dessin, vraiment, c'est un gros taf pour moi. Ok. Toi, quelles sont les principales difficultés que tu as surmontées dans cette technique? Et donc, question liée, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans cette technique? Alors les étapes difficiles, alors dans un premier temps, il y a quand même toute cette histoire de cerner, mettre au point ça. Donc ça a nécessité vraiment beaucoup de temps, de recherche, d'essais, etc. Donc de trouver le bon corps gras, comment le teinter. Parce qu'il a fallu faire plein d'essais de couleurs. Il faut que ça tienne, il faut pas que ça s'estompe, il faut que ce soit suffisamment joli, mais pas que ça fuse dans les émaux. Donc en fait, la plus grosse difficulté, la première, c'est de mettre au point son processus, quoi, d'essayer ses émaux, de voir dans quelle mesure ils tiennent ou pas, s'entraîner aussi avec ces outils, parce que en fait, le travail du pinceau, il est pas inné, quoi, comme un crayon pour dessiner. En fait, le pinceau, c'est pareil, c'est un outil particulier. Et en fait, il faut se l'approprier, il faut réussir à travailler avec et pour les contours et aussi pour travailler l'émail, parce que c'est une technique où on travaille uniquement avec un pinceau, enfin en tout cas pour ma part. Donc il faut réussir à maîtriser ces outils et ensuite aux difficultés, je pense, c'est voilà, j'ai beau avoir travaillé beaucoup de couleurs pendant ces dernières années, élaborer une palette large et tout. En fait, il y a aussi toujours ce truc où quand tu poses ton émail, en fait, c'est pas du tout la couleur finale. Donc, il y a aussi la difficulté, c'est de se projeter un peu dans le rendu final, l'harmonie des couleurs qu'on choisit au moment où on fait notre motif, parce que on a beau s'imaginer, bon bah ok, là j'ai ce test-là, je sais que ça va donner cette couleur, je l'imagine bien avec celle-ci. Donc on se projette, mais en fait, la vraie réponse, on l'a que quand on ouvre le four, et c'est là où on sait si en fait l'harmonie des couleurs elle était bien, tout ça. Donc c'est toujours un peu difficile de se projeter sur le rendu, même si voilà, t'as beau te dire je connais mes couleurs, je connais mes associations, ça va le faire. En fait, il y a toujours ce mystère dans le four et tu sais vraiment qu'à la fin, quoi. Ouais, c'est vrai. Euh,
Avant de partir sur tes inspirations, sur les inspirations, est-ce que tu peux nous parler de ta semaine de céramiste typique? Alors, tu disais que tu travaillais dans le rush, ok. Ouais. Mais Alors du coup, oui, il y a il y a forcément des semaines qui sont plus intenses que d'autres parce qu'il y a des semaines où bah voilà, on est en train de préparer des salons, des événements, des gros coups de rush. Il y a d'autres périodes où c'est un peu plus calme aussi, donc les semaines, on va pas se mentir, sont jamais les mêmes hein, quand on est céramiste. Il y a toujours des choses différentes à faire. Mais moi, globalement, en fait, je travaille dans un atelier qui est loin de chez moi. Donc, du coup, j'ai un peu tendance à diviser ma semaine en deux, on va dire. Alors, plus ou moins de temps de production en fonction des besoins de pièces à sortir. Mais donc, globalement, je vais travailler la moitié de la semaine vraiment sur de la production. Je dédie ce temps-là à la production, au façonnage, à la décoration. Et en fait, l'autre partie, ce que je peux faire chez moi, donc en fait, ça va être la conception des motifs, l'élaboration des nouvelles pièces, des projets. Et puis, ben pareil, hein, en fait, la céramique, c'est aussi, enfin, c'est un métier, donc du coup, il y a une entreprise derrière, donc il y a toute la facette entrepreneuriale qu'il faut gérer. Donc ça, c'est pareil, ça prend du temps. Donc voilà, je vais dire, j'ai la moitié de ma semaine où je vais travailler vraiment la matière, quoi, et le reste où bah ça va être tout plus, bah, en fait, un peu plus obligatoire. Donc la partie admin et puis voilà, toute la conception, recherche, tout ça, je vais le parce faire que ça à chez mon moi. avis, ça doit prendre du temps quand même de réfléchir à un futur Ouais, motif, de voir comment le découper et tout. ouais. Bah C'est pas un... fait, c'est pour ça que finalement, on se dit que voilà, seulement, enfin, travailler la moitié de la semaine seulement sur de la production, mais en fait, il y a autant de temps à préparer un motif, nos couleurs, effectivement, élaborer un dessin, tout ça. Donc ça prend autant de temps, voire plus parfois, ouais, en fonction des périodes. Donc toi, tu as un travail qui est précis. Donc tu disais que tu avais deux types de collections, une collection utilitaire et cette collection des démos cloisonnées. Où est-ce que tu trouves ton public? C'est quand même un public plus cible parce que c'est des pièces aussi qui coûtent plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de temps de réalisation. Comment tu fais toi pour trouver ces personnes? Eh ben, comme tout le monde, en fait, je pense que voilà, j'envoie des candidatures, j'essaye de faire des salons, des marchés, des expositions. Enfin voilà, je lance des candidatures. J'essaye aussi globalement de regarder. Enfin, quand j'envoie un dossier, je regarde aussi l'événement, quel type d'artistes ou d'artisans participent déjà, voir si on se situe aussi sur les mêmes sur le même marché en fait, pour pas non plus être en décalage ni en prix en gamme d'objets en fait, parce que je suis quand même, je pense un petit peu à la limite de l'objet d'art. Enfin, je suis à la fois dans le côté utilitaire pour certains objets, mais pour d'autres, c'est quand même aussi la limite de l'art. Donc, du coup, c'est vraiment pas facile de trouver cette place-là. Donc, en fait, on essaye, voilà, on essaye plein d'événements, de marchés, on démarche des boutiques, des choses comme ça, et puis ensuite, on voit là où ça répond bien. Et en fonction des régions aussi, parce que ce qui peut marcher, je sais pas, à Paris, marchera moins chez moi ou à l'étranger, ou je sais pas. Donc, en fait, il faut essayer plein de trucs. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu vis de la céramique? Bah oui, forcément, je peux que dire ça, parce que en fait, c'est ma seule activité, donc je fais ça à plein temps. Donc, comme j'ai pas d'autres rentrées d'argent, bien sûr, je suis obligée de dire que j'en vis. Après, on va pas se mentir non plus. La céramique, enfin voilà, l'artisanat d'art, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas stable non plus. Donc en fait, il y a vraiment des moments où ça va, il y a des moments où c'est vraiment plus compliqué financièrement parce que c'est pas des rentrées d'argent lissées sur l'année. En fait, c'est plutôt saisonnier aussi. Donc oui, j'en vis, pas toujours confortablement. Il y a des fois c'est plus rude que d'autres, mais en tout cas c'est ma seule activité. Donc voilà. Ok, on va terminer par les inspirations. Donc, avant d'aborder les inspirations, est-ce que tu peux vite fait nous parler des émaux de Longwy? Quand on parle d'émaux cloisonnés, c'est ce qui arrive
Oui, plus souvent en tête. oui, bah alors du coup, c'est effectivement traditionnellement quand tu regardes hémocloisonné, c'est forcément Longwy qui ressort. Donc Longwy, c'est donc une manufacture qui se trouve en Lorraine et et donc spécialisée dans les hémocloisonnés. Et en fait, enfin, que dire sur Longwy, c'est juste que c'est donc eux travaillent donc de la basse température, des motifs plutôt chargés, plutôt très colorés. Enfin voilà, et vraiment c'est assez c'est assez reconnaissable Longwy. Et et donc voilà, en fait c'est moi je sais que j'ai toujours enfin comme je suis du Grand Est, j'ai mine de rien toujours vu ça dans les vitrines familiales. Enfin ça fait quand même partie de la culture la culture céramique du coin traditionnellement. Enfin, très régulièrement dans les vitrines ou au mur, tu sais, les assiettes, des assiettes au mur dans les vaisseliers, tout ça, ou alors, voilà, les petites chouettes, les petits sabots, enfin, c'est assez commun ici, c'est assez courant de trouver un objet de Longwy dans nos vitrines, quoi. Donc, et en fait, moi, c'est pareil, j'avais jamais trop perçu à quel point j'étais entourée de tout ça avant de m'intéresser, déjà avant de me former en céramique et en plus avant d'avoir ce coup de cœur pour cette technique que j'ai eue en formation. En fait, c'est quand je suis rentrée que j'ai compris que dans tout ce qui m'entourait chez mes parents, chez mes grands-parents, il y en avait plein partout et je m'en étais jamais trop rendu compte avant parce que Normal. bah ouais, parce que et puis tu sais pas ce que c'est, tu sais pas comment c'est fait, tu vois, tu réalises pas en fait l'objet que tu as dans les mains, le temps de travail qu'il y a sur chaque pièce, etc. Tu réalises pas vraiment. Donc voilà, c'était un peu le truc. Finalement, tu te dis mais je baigne dedans depuis super longtemps et en fait tu te rends pas compte quoi. Et ça t'imprègne mine de rien, voilà, sans t'en rendre compte, t'es imprégné de tout ça. Est-ce que tu pourrais nous citer deux livres dans lesquels qui t'inspirent, que t'aimes, dans lesquels tu trouves ton inspiration? Alors en premier, je dirais, en fait, moi j'ai mon livre d'enfance, c'est Le Petit Prince. Tu vois, c'est un peu mon livre d'enfance que je relis, parfois et toujours avec en fait la même émotion. Il y a un truc vraiment qui me bouleverse dans ce livre-là et du coup, et puis en fait mine de rien, c'est pareil, c'est pas quelque chose que tu perçois tout de suite, mais ben, tu vois, je travaille beaucoup autour du renard, beaucoup autour des fleurs, et en fait, avant vraiment de faire le lien et te dire, mais tiens, mais c'est marrant quand même, tous ces liens qu'il y a, je l'avais pas vraiment identifié avant, mais je pense vraiment que ce livre-là, mine de rien, s'est imprégné aussi en moi, mais ça doit être une source d'inspiration. Et bon, après, je suis aussi de la génération Harry Potter, tu vois, c'est un peu le classique aussi que je suis obligée de citer parce que j'ai grandi avec le personnage, j'ai le même âge qu'Harry Potter, tu vois, de mes 11 ans à mes 17 ans, j'avais le même âge, donc en fait, la saga, c'est un peu voilà, c'est un peu la réponse facile, mais clairement, Harry Potter, c'est aussi un truc qui m'a imprégné beaucoup. Je suis très sensible à l'univers de la magie, de la sorcellerie. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui me parlent beaucoup. Et bon, voilà, je le cale quand même, ça fait 3 livres, mais quand même, je vais aussi parler de la pratique des émaux de grès de Daniel de Montmolin, parce que mine de rien, en fait, Il a tous fait les émaux, un travail de fou quand même. Hein. il a débroussaillé le monde de l'émail pour tout le monde. Enfin, c'est la Bible de l'émail, tu vois, donc bon, effectivement, il a fait un travail de fou. Ce livre-là, je suis un peu obligée de le mentionner parce que voilà, toute ma recherche des mots, moi, a été axée sur ces recherches. Ouais. Voilà. Bon, ben trop bien. Bon, ben merci beaucoup Camille pour tout. On avait eu des questions, à savoir s'il y a des stages de prévus. Donc moi, je dis à l'atelier, là, je suis en train de préparer l'année prochaine les stages de l'atelier. Il y en aura un prochain avec Camille, promis. Et ce sera, je vous dirai ça très prochainement. Super. Merci beaucoup Camille pour tout. Merci à toi. Bonne journée à tout le monde. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.